Fred où? Fred! Je tombe en live, là. Hein? Non. OK. Oui, mais je suis... tu peux descendre, il n'y a pas de danger. C'est correct. Tant que tu fais pas trop de bruit. Tant que tu fais pas trop de bruit. Ah, OK. Salut Jennifer, bonjour Jasmine. Est-ce que le son, il est bon? Coucou. Bonjour Carole. Ça va bien, merci Jennifer. Le son, parfait, le son est bon, excellent. Bonjour Manon. Good. L'image aussi est correcte, ça glisse bien. Excellent. On va attendre une minute ou deux pour voir pour qu'il laisser le temps aux gens de rejoindre le groupe. Non, t'es pas en retard. Allô Lise, comment ça va? J'ai mis mon beau chandail. Je sais pas si vous le voyez pas complètement. On va descendre un peu. Mon beau chandail de cette ose. Hein, comme ça. Bonjour Pascal. Oui, merci. Bon. Bon. Je vais juste ouvrir ça ici. Ouais, ça et ça ici.
Oups. Pascal est encore en jeûne? Oui, ça s'en vient. Ça fait partie de mes projets, les chandails, pour quelques chandails carnivores. Bon, là, c'est pas ça que je veux voir. Ah, c'était lui que je voulais voir. Parfait. OK. Bon, on a une vingtaine de personnes d'arrivée. Il est 7h05. C'est qu'on va commencer ça. Carnivose. Yes. Good, excellent. Ça fait que pour le premier jeûne, le premier jeûne, mon Dieu, je m'excuse. Pour le premier Facebook Live que je vais faire, c'est un peu la même chose que j'avais fait lors du premier défi carnivore au mois de novembre dernier. Fait que dans le fond, c'est un peu de faire la présentation du défi carnivore. C'est pour les nouveaux. Ceux qui l'ont fait avec moi au mois de novembre, ben, ça se peut que ce soit un peu redondant. Ça va être plus pertinent à la période de questions. Ça fait que, parce que là, présentement, ce que je vais faire, c'est surtout une présentation pour les nouveaux. Ça fait que ben, je vais essayer de ne pas vous endormir non plus. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu présenter le document que j'ai publié sur mon blog, qui est le défi carnivore, là, pour un peu l'expliquer puis rentrer en détail un peu plus sur ça. Ça fait qu'on s'en vient ici. Donc, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que l'alimentation carnivore? Ben, c'est très simple. L'alimentation carnivore, c'est pas de manger de la viande et des légumes. L'alimentation carnivore, c'est manger de la viande et des produits de source animale exclusivement. Donc, parce que quand on rajoute des légumes, des choses comme ça dans l'alimentation, même si on mange, exemple, 90% ou 95% de viande, la réalité, c'est qu'on appelle ça une alimentation omnivore. Ça veut dire qu'on mange beaucoup de viande, un petit peu de légumes, ben c'est omnivore, donc on mange de tout. Carnivore, c'est un peu l'inverse de végétarienne. Végétarienne, on mange juste des légumes, juste des végétaux. Ben carnivore, on mange juste de la viande et des produits de source animale comme du fromage, comme des œufs et ainsi de suite. Ça fait que, et à l'intérieur de la viande, ben, il y a des fois des gens qui me posent la question, et le poisson fait partie de la viande aussi. Donc, poisson, fruits de mer, les clames, les huîtres, toutes ces choses-là, ça fait partie de l'alimentation carnivore. Donc, après ça, l'autre question que je me fais poser très très souvent, c'est pourquoi l'alimentation carnivore? Eh bien, la première raison, c'est que très souvent, les gens vont être emmenés vers l'alimentation carnivore, un peu comme très souvent, ben, un peu moins au niveau de végétarien, mais souvent, ce qui va amener les gens à faire des transitions vers différents types d'alimentation versus le standard, l'alimentation nord-américaine standard, ça va être souvent des problèmes de santé qui vont amener vers des changements d'alimentation. Exemple, les gens qui vont passer à l'alimentation céto, très, 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 la très grande majorité des gens qui vont passer à une alimentation céto vont le faire parce que ils vont venir d'un contexte dans lequel euh, ils faisaient un syndrome métabolique, du diabète, il y avait un surpoids et ainsi de suite. Juste pour vérifier, tout va bien encore? Juste me lancer un petit message, un petit oui. Parce que mon écran, comme je l'ai ici.
ça va bien encore? Oui, parfait. Ah, OK, excellent. Puis quand je pose des questions comme ça, tout est beau, parfait. Il y a des délais, hein, parce qu'il y a à peu près, quand je fais un live comme ça, il y a comme un délai d'une dizaine de secondes avant que je vois vos réponses apparaître. Fait on continue avec ça. Je ne tiendrai plus compte de mon image qui est gelée dans mon écran. Fait que, c'est ça. C'est que donc, je disais que les gens vont arriver avec des problèmes de santé. Bien, l'alimentation carnivore, c'est l'alimentation, la diète d'élimination par excellence. Dans le sens que, puis on va y arriver un peu plus loin de mémoire, puis vous allez le voir durant le défi aussi. Euh, à l'intérieur des légumes et des végétaux, ben, il y a des composantes, des molécules à l'intérieur de ça qui peuvent être agressantes pour l'être humain, ce qu'on appelle les fameux antinutriments, tandis qu'à l'intérieur de la viande, ça n'existe pas. Et donc, quand, quand on mange juste de la viande, on élimine tous les végétaux, ben, on élimine toute source potentiel d'irritants pour l'être humain, comme exemple le gluten, tout ce qui est les FODMAP et ainsi de suite. Donc, on enlève toute source et généralement, ben, si la source du problème de santé vient de l'alimentation, ben, en passant à une alimentation carnivore, on va éliminer cette source de problématique-là. De plus, l'alimentation carnivore, vu que l'être humain, c'est un être qui est carnivore, l'être humain, contrairement à la croyance populaire, c'est pas un être omnivore. Pourquoi il y a une distinction? Vous allez me dire, oui, on peut manger des légumes, on peut en manger des fruits. La réalité, c'est que ce qui va déterminer ça, c'est comme un chat. Les chats, ce sont des carnivores exclusifs. Pourquoi? Parce que il y a un acide aminé à l'intérieur de la viande que les chats doivent absolument obtenir de l'extérieur. Ils ne peuvent pas le fabriquer eux-mêmes. Eh bien, l'être humain est comme ça aussi. L'être humain a besoin, par exemple, de vitamine B12. Et la seule source qui existe de vitamine B12 dans l'alimentation, elle vient de la viande. Il n'y a aucune vitamine B12 dans les végétaux. Ce qui fait que si vous ne mangez exclusivement que des végétaux, sans prendre aucun supplément alimentaire, eh bien, vous allez finir par mourir. OK? Donc, l'être humain, par définition, est un être qui est carnivore, exclusif, avec une capacité omnivore. Donc, ce qui veut dire que, éventuellement, si je n'ai pas accès à des protéines animales, à de la viande, je peux temporairement manger des végétaux, des fruits, des légumes pendant un certain temps, mais éventuellement, je vais devoir aller rechercher encore de la viande, des produits de source animale pour aller chercher au minimum ma B12. Et là, je parle de la B12 parce qu'elle est vraiment exclusive, mais il y a d'autres, il y a un paquet d'autres, puis on va en parler plus tard dans le défi, parce que je vais faire une vidéo justement sur tout ce qui est vitamines, les besoins en vitamines, et où on va les chercher, pourquoi ça change, la vitamine C, ainsi de suite. On va faire une vidéo juste là-dessus durant le défi. Donc, mais vite, au niveau du fer, par exemple, ben, le type de fer qu'on retrouve dans les végétaux versus le fer dans la viande, dans les produits animaux, c'est pas le même type de fer. Il y en a un qui est un fer hémique, tandis que l'autre ne l'est pas. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est le fer hémique. Et donc, on a beaucoup de difficultés à utiliser le fer qui vient des végétaux. Et non seulement ça, mais souvent, à l'intérieur des végétaux, il y a des antinutriments qui viennent se lier au fer et qui nous empêchent d'avoir accès. Ce qui va faire que lorsque je mange des épinards, tout le monde sait que les épinards contiennent énormément de fer, ben, mon taux d'absorption du fer contenu dans les épinards va être en bas d'1%. Versus un taux d'absorption entre 27 et 40% si je mange du foie de veau, par exemple. Donc, même si les légumes contiennent du fer, du zinc et ainsi de suite, ben,
notre capacité à aller le chercher à l'intérieur de ces végétaux-là est tellement faible qu'il faudrait qu'on mange des tonnes et des tonnes de végétaux comme ceux-là pour ne pas finir par tomber en carence à la longue. C'est pour ça que, oui, il y a des gens qui peuvent être végétariens, ils peuvent l'être même vegan, qui est l'extrême, ils peuvent l'être pendant des années. Cependant, la première chose, c'est qu'ils doivent absolument se supplémenter, ils doivent utiliser des suppléments. Et beaucoup de monde. Il y a une étude qui disait qu'au-dessus de 80% des gens qui adoptent une alimentation végétarienne finissent au bout d'un an par abandonner. Et oui, la raison, bon, il y a plusieurs raisons en arrière de ça, mais une des raisons les plus importantes, c'est que les gens développent rapidement des problèmes de santé avec une alimentation qui est 100% végétarienne versus une alimentation qui contient de la viande. Donc, ça, c'est un des problèmes, une des raisons pourquoi faire une alimentation carnivore. Il va, entre autres, avec tout ce qui est conditions des maladies auto-immunes. Dans les maladies auto-immunes, les maladies auto-immunes sont de loin une des conditions médicales qui répond le mieux à l'alimentation carnivore. Et une des raisons pour ça, c'est que ça vient avec ce qu'on appelle la perméabilité de l'intestin, le fameux leaky gut syndrome, le syndrome de l'intestin poreux, et qui est occasionné par le gluten, par exemple. Donc, quand on mange du gluten, le gluten finit par rendre l'intestin poreux, et ce que ça veut dire avoir un intestin poreux, c'est qu'on va se ramasser avec des nutriments qui passent dans l'intestin, qui vont traverser la paroi intestinale, qui vont se ramasser dans la cavité abdominale. Et à ce moment-là, ça va déclencher une réaction du système immunitaire. Et si vous faites ça une fois, puis bon, c'est quand même pas grave, mais quand ça fait 3, 4, 5 ans que votre système immunitaire est toujours en train de combattre des nutriments qui passent à travers votre paroi intestinale pour se ramasser dans la cavité abdominale, eh bien, à un moment donné, le système immunitaire peut venir fou. Il peut venir complètement fou et c'est là qu'il va se mettre à s'attaquer à des organes qui sont importants à l'intérieur du corps, mais ça peut être un peu n'importe où. Donc, vous allez vous retrouver qu'une maladie auto-immune, ça peut être un Hashimoto, ça peut être de l'eczéma, ça peut être un paquet de choses comme ça. Et il y a une clinique en Hongrie qui s'appelle Paleo Medicina qui, eux, vont traiter ce genre de problématique-là. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont faire un test de perméabilité intestinale, justement, et ils vont traiter des maladies auto-immunes comme ça avec une alimentation qui s'appelle paléolithique cétogène, qui est une alimentation carnivore stricte, comme ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à l'intestin de se réparer complètement, arrêter de laisser passer des nutriments à l'autre bord de la paroi intestinale et ça va donner un break au système immunitaire et généralement la condition va se rétablir. Mais l'autre chose qu'on a découvert aussi, c'est que dans mon texte, j'ai cité il y a 2 études qui ont été faites dernièrement sur l'alimentation carnivore stricte. C'est pas des grandes études, c'est pas des études avec une valeur scientifique extrêmement grande dans le sens que la méthodologie est un peu so-so, c'est pas extrêmement rigoureux comme méthodologie. Cependant, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a demandé sur Internet à des gens qui avaient une alimentation carnivore de venir répondre à un questionnaire. Ce qui fait qu'il peut y avoir des très gros biais là-dedans. On ne parle pas d'une étude Random Control Trial à double aveugle, dans laquelle on sélectionne des gens au hasard, qu'on les fait manger de la viande exclusivement, après ça avec un groupe témoin, et ainsi de suite. On ne parle pas de ce type d'étude-là, mais n'empêche, ça reste intéressant de sonder les gens comme ça qui ont adopté une alimentation carnivore depuis longtemps, voir comment ça se passe pour eux et tout. Et chez ces gens-là, on a vu énormément de problèmes. On savait déjà parce que l'alimentation carnivore, c'est une alimentation qui reste cétogène, même que c'est une version
extrême du cétogène, dans le sens que souvent en anglais on appelle ça le zero carbs, donc le zéro glucide, même si c'est pas réellement vrai parce qu'il reste que, exemple, dans les œufs, il peut y avoir des glucides. Quand vous mangez du foie, il y a un peu de glucides aussi à l'intérieur du foie. Le boudin encore plus, et ainsi de suite. Donc, on peut en avoir, mais ça reste que c'est proche du zéro quand même. Et donc, tout ce qu'on peut régler avec le cétogène, ben, on peut le régler avec l'alimentation carnivore stricte aussi. Ça veut dire que syndrome métabolique, diabète de type 2, ainsi de suite, c'est toutes des conditions qui vont aider dans ce sens-là. L'alimentation carnivore va aider à réduire le taux d'insuline à jeun, et ainsi de suite. Mais on a vu aussi des problèmes qui ont vu des améliorations sur leur santé mentale et la peau, la qualité de la peau, et ainsi de suite. Donc, il y avait énormément d'autres problématiques qui se sont vues réglées et que présentement, on ne connaît pas encore les mécanismes, mais bon, qui se sont vues régler de cette façon-là. Et vous voyez, ces études-là, c'est un peu aussi la même chose que moi, je constate depuis que je coach, puis depuis que je prône l'alimentation céto en général, mais l'alimentation carnivore en particulier aussi. Comme même, puis par exemple, durant le défi du mois de novembre, j'ai eu un paquet de monde qui avait jamais essayé ça, le carnivore, et même un paquet de monde qui avait pas de, selon eux, il n'y avait pas de problématique. Comme exemple, des gens qui dormaient pas beaucoup. La qualité du sommeil n'était pas là, même ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient céto. Et ils se sont dit, bon, je me suis fait à l'idée que je dormirais jamais énormément, tout le kit, et qui ont fait le défi pour le fun. Et au bout de 2-3 semaines, un mois, la qualité du sommeil a fait comme pow! Elle s'est améliorée de 200%. J'en ai d'autres que c'était, mettons, des problèmes de peau, toutes des choses comme ça que ces personnes-là ne reliaient pas à leur alimentation. Et en passant, en faisant le défi du carnivore, juste pour le fun de faire le défi, pour essayer de quelque chose de nouveau, ben, ils ont vu ces conditions-là se régler complètement. Des gens qui faisaient de l'anxiété, qui ont vu leur taux d'anxiété diminuer, et ainsi de suite. Donc, il y a un paquet de problèmes comme ça qu'on peut régler avec l'alimentation carnivore. C'est pas une garantie. Je vous dis pas que l'alimentation carnivore... Ah, Jasmine, est-ce que tu es la seule? Je sais pas. Je vais regarder voir si mon son, moi, il marche toujours bien. Moi, ça semble fonctionner de mon côté. Je vais juste vérifier. Les autres, le son, c'est bon encore? Je vais continuer en attendant. J'imagine que c'est bon. Donc, c'est ça. Et on entend bien. Parfait, Carole. Désolé, Jasmine. Il semble que ce soit de ton côté. Au pire aller, tu peux sortir et revenir. Donc, il y a tous ces problèmes-là, mais il y a aussi une très grande, une des choses qu'on voit très très fréquemment aussi, c'est une amélioration au niveau de la composition corporelle, perte de poids, perte de gras, augmentation de la masse musculaire. Et tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu sais, moi, je m'entraîne pas, donc je peux pas prendre de masse musculaire. Ben, c'est pas parfaitement vrai. C'est sûr que vous ne deviendrez pas un monsieur univers ou une madame univers juste en mangeant de la viande sans bouger. Ça, c'est sûr et certain. Cependant, si vous vous êtes privé, vous n'aviez pas mangé assez de protéines dans toute votre vie avant ça, vous avez fait des régimes hypocaloriques, vous avez perdu de la masse musculaire, et ainsi de suite, et que là, vous vous mettez à manger carnivore, et que votre corps se met à avoir une quantité industrielle de protéines, d'acides aminés de disponibles, et qu'il était en carence, et ainsi de suite, puis que vous êtes en cétose, la cétose favorise la formation de muscles, ben, c'est possible que vous preniez de la masse musculaire juste par vos activités, vos activités quotidiennes. Okay? Comme je vous dis, vous ne deviendrez pas des monsieur et madame univers, là, vous ne deviendrez pas faire de l'haltérophilie, tout le kit. Sauf que, oui, vous pouvez gagner de la masse musculaire sans vous entraîner d'une façon super intensive non plus.
Ça, c'est les raisons pour lesquelles, en général, les gens vont adopter une alimentation qui est carnivore comme ça. Maintenant, au niveau des carences, est-ce que je vais être en carence de quelque chose si je mange une alimentation carnivore? Et la réponse, c'est non. Il n'y a aucune carence comme telle. On est à l'intérieur de la viande à l'intérieur de la viande contient toutes les vitamines et minéraux qu'on a besoin. Okay? Et j'ai copié une citation d'un papier que j'ai trouvé de Amber Warren, que j'ai trouvé super intéressant. C'est niaiseux. Des fois, quand j'écris cette affaire-là, des fois, je retombe sur des choses que je n'avais jamais lues. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que c'est intuitif parce que les animaux sont constitués des composantes dont on a besoin. Et ces composantes-là, dans le fond, sont les mêmes que nous, qui nous composent, nous. Ça veut dire qu'en mangeant un animal qui est composé de la même chose que nous, ben, on va chercher exactement ce qu'on a besoin de cette façon-là. Fait que je trouve ça très, très logique. C'est quelque chose que je n'avais même pas pensé, mais c'est la réalité. Donc, non, il n'y a aucune carence. La première chose qu'on doit prendre en considération, ben, les gens qui me disent oui, mais on a besoin de 90 mg de vitamine C par jour. Okay? Pourquoi? Parce que Santé Canada recommande qu'on ait 90 mg de vitamine C par jour. Et la vitamine C, je peux vous en parler parce que j'ai passé ma vie à être carencé en vitamine C. À partir, puis j'ai compté souvent cette histoire-là, là, puis je vais la raconter quand même. À partir de l'âge de 4 ans à peu près, je me suis mis à développer des ulcères buccaux, des ulcères à l'intérieur de la bouche. C'était des grosses ulcères blanches. Et après avoir consulté, puis les ulcères, à un moment donné, ils embarquaient une par-dessus l'autre, la peau tombait, puis c'est le début du scorbut en réalité. Là. Et donc, en consultant le médecin, dans ce temps-là, le médecin de famille qu'on avait, lui, tout ce qu'il a trouvé pour corriger ça, c'était de me donner une injection. Et c'était une injection de vitamine C. Mais ça, on ne le savait pas au début. Ma mère ne le savait pas. Et j'ai reçu ces injections-là à tous les 3 mois, grosso modo, pour corriger cette problématique-là pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que ma mère parle de ça à un moment donné au pharmacien, puis que le pharmacien dise écoutez, madame, c'est de la vitamine C qui injecte votre médecin à votre fils. Vous pouvez l'acheter ici en supplément. Et ma mère s'est mise à les acheter. J'ai arrêté de recevoir des piqûres de vitamine C. Et j'ai été obligé de prendre ça toute ma vie parce que le moindrement que je prenais pas ma vitamine C, au bout d'une semaine, 2 semaines, spécialement en hiver, en été c'était un peu moins intense, mais spécialement en hiver, au bout de 3-4 jours, une semaine, bang, les ulcères réapparaissaient dans ma bouche et j'étais obligé de reprendre de la vitamine C à ce moment-là. Quand je suis tombé carnivore, à un moment donné, pas carnivore, je m'excuse, mais quand je suis tombé céto au début, à un moment donné, j'ai oublié de prendre mes vitamines C pendant quelques jours. J'ai remarqué que j'avais pas d'ulcère qui s'est développé. Fait que je me suis dit, c'est peut-être l'alimentation céto, je sais pas. Je voyais pas le lien, mais je me suis dit, je vais continuer, je vais pas prendre de vitamine C pendant un certain temps, je vais voir. T'sais. Puis surtout que les gens me disaient tous, hey, écoute, tu manges plus de fruits, pantoute ou presque, à part quelques bleuets, pas les bleuets, mais excusez, des framboises, des fraises, puis des mûres. T'auras jamais assez de vitamine C, c'est impossible, blablabla. C'est que j'ai attendu et non, j'ai jamais recommencé à avoir des ulcères. Et la raison pour laquelle, parce que là, j'ai fait des recherches à un moment donné pour comprendre le pourquoi du comment, là, pourquoi que d'un coup sec, l'alimentation céto avait réglé mon problème d'ulcère dans la bouche puis mon problème de carence de vitamine C. Et la raison de ça, puis je vais en rentrer en détail là-dedans dans la vidéo, mais la raison, vite, là, pour faire une image, c'est que la vitamine C et le glucose sont en compétition pour les mêmes transporteurs pour rentrer à l'intérieur des cellules. Quand tu manges
énormément de glucides, 300, 400, 500, 600 grammes de glucides par jour, ben il y a tellement de glucose dans ton sang que la vitamine C n'a pas la chance de passer par le transporteur parce que c'est toujours le glucose qui prend place. C'est un peu comme des portes tournantes dans lesquelles il y aurait tellement de gens qui passeraient dans les portes tournantes que tu n'as jamais la chance, toi, de t'insérer pour pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ça fait que dans le fond, c'est un peu ça. Et en passant en alimentation céto, ben, ma quantité de glucose s'est mise à diminuer énormément. Et donc, à cause de ça, ben, ma vitamine C que je consomme, que je retrouve, puis qu'on retrouve dans la viande, puis dans l'alimentation céto conventionnelle, ben, elle réussit à passer. Donc, j'ai plus besoin d'en avoir des très grandes quantités pour rentrer en compétition avec mon glucose. Le moindrement que j'en ai un peu, je vais l'utiliser. Et quand je passais à l'alimentation carnivore, je me suis dit, OK, c'est beau, c'est bien beau tout ça, là. Mais là, c'est sûr que là, je vais manquer de vitamine C parce qu'il n'y en a pas de la vitamine C dans la viande. C'est ce que tout le monde croit, tu sais. Jusqu'à temps que je constate que, je n'en avais pas besoin. Parce que même en alimentation carnivore, ça fait plus que 3 ans que je suis carnivore, puis j'ai toujours pas pris de supplément de vitamine C. Et ce que j'ai constaté, c'est quand vous allez sur le site internet de la USDA, qui est le site américain, un peu comme l'équivalent de la CICAL, puis vous allez voir, il y a un endroit sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations nutritionnelles de tous les aliments, un peu comme la table CICAL en France. Ben, quand vous allez sur ce site-là, puis que vous allez voir le bœuf, puis que vous allez voir la vitamine C, la vitamine C, ça va être marqué 0. Cependant, il y a toujours une étoile à côté. Quand vous allez voir l'étoile, ce que ça dit, c'est que ça n'a pas été mesuré. Ça a été pris pour acquis que dans la viande, il y a 0 vitamine C. Et la réalité, c'est qu'il y en a un petit peu. Il y en a des traces. Et ces traces-là sont suffisantes pour nous. On n'a pas besoin de plus que ça si tu n'as pas une alimentation hautement glucidique. Et la réalité de tout ça, c'est que les normes, ce qui est recommandé comme apport en micronutriments, en vitamines, ben ça, c'est basé sur des gens qui consomment l'alimentation standard nord-américaine avec des quantités 65% de notre apport calorique en glucides. Quand vous tombez dans une alimentation qui est cétogène ou encore plus dans une alimentation carnivore, les valeurs que vous retrouvez là-dedans ne sont plus du tout les mêmes. Ils changent complètement. Donc, vous n'avez plus besoin de consommer autant de vitamine C que ça. Ensuite, comme je l'expliquais rapidement tantôt, quand vous mangez des légumes, quand vous mangez des fruits, ben, il y a des antinutriments à l'intérieur de ça qui vont... Certains antinutriments-là, leur but dans la vie, c'est de vous empêcher d'absorber certaines vitamines et minéraux. Donc, quand vous mangez, puis c'est un peu comme exemple, si vous avez une carence en zinc et que vous allez voir votre médecin, que votre médecin vous donne une prescription de supplément de zinc, et ce qu'il va vous dire avec ça, c'est d'éviter de prendre votre supplément en buvant du thé. Pourquoi? Parce que dans le thé, il y a des tanins, par exemple, et les tanins, ben, un des effets des tanins dans le thé, c'est de se lier chimiquement avec le zinc et donc de vous empêcher de le métaboliser. Ce qui fait que si vous prenez votre supplément de zinc avec votre thé, bien, vous allez métaboliser 50% de moins de zinc que si vous n'auriez pas pris du thé avec lui. Donc, si vous mangez de la viande et que vous mangez des épinards, par exemple, ou quelque chose d'autre avec ça, bien, non seulement les antinutriments dans les épinards vont vous empêcher de métaboliser les nutriments qu'il y a dans les épinards, mais elle va nuire aussi au métabolisme d'absorption des nutriments qui sont dans la viande que vous mangez aussi. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, quand vous mangez exclusivement de la viande, vous avez réellement accès à 100% des vitamines et minéraux qu'il y a à l'intérieur de ça. Et c'est une des raisons, puis on en parle un petit peu plus loin, que
quand on tombe carnivore, ben notre transit intestinal, le volume des selles va diminuer, la fréquence va diminuer, le volume aussi. Pourquoi? Parce qu'on va absorber à peu près tout ce qu'on mange. Donc, c'est sûr qu'on va excréter beaucoup moins comme ça. Ensuite, ben, comme on disait tantôt, dans la viande, c'est composé de ce que nous, on est composé, donc de ce que nous, on a besoin. Et ça contient tout ça. Puis, tu sais, il y a un paquet de mythes. Comme exemple, la vitamine A. Les gens vont vous dire, hey, la vitamine A, c'est bon pour la vision. Donc, si tu veux avoir des bons yeux, hein, ma mère me disait ça, mange des carottes, parce qu'il y a plein de vitamine A dans les carottes. Mais la réalité, c'est que dans les carottes, il y a zéro vitamine A. Zéro. Il n'y en a pas. Ce qu'il y a à l'intérieur des carottes, c'est des bêta-carotènes. Bêta-carotène, c'est une molécule qui pourrait devenir de la vitamine A dans le corps humain. Mais ça prend une réaction chimique pour qu'elle le devienne. Et donc, il y a une condition. Ça veut dire que si je mange une carotte, peut-être que mon corps, s'il rencontre toutes les bonnes conditions, va peut-être prendre cette bêta-carotène-là pour la convertir en vitamine A, mais c'est pas sûr. Okay? Et si je mange du foie de veau, du foie de bœuf, du foie de canard, n'importe quel type de foie, ben à ce moment-là, si j'en mange trop, je pourrais, dépendamment du type de foie, peut-être la kit, mais je pourrais même m'intoxiquer à la vitamine A tellement il y en a. OK? Ce qu'on dit sur les légumes qui sont pleins de vitamines, toute la kit, c'est un mythe. C'est pas vrai. Oui, ça en contient, mais très souvent, on n'a même pas accès à ça. Ça fait que ça, c'est au niveau des carences. Puis comme je vous dis, durant le défi, on va en reparler de tout ça. Donc, on va continuer ici. Bon, maintenant, ça, c'est la partie la plus importante que je voulais vous parler, c'est quoi manger. OK? Et donc, qu'est-ce que je mange quand je veux être carnivore? Ben, vous avez l'aide-mémoire qui est là. Et dans le fond, c'est pas compliqué, c'est est-ce que c'est quelque chose qui marche, qui pourrait se pousser, qui pourrait se sauver si jamais ça serait vivant à côté de vous? Et oui, bon, c'est un animal, vous pouvez le manger. Ça veut dire que c'est du bœuf, exemple, du veau, de l'agneau, du porc, poulet, canard, blablabla, tout le kit, bison, dinde. Puis, ce que je dis souvent, c'est que dans les défis carnivores comme ça, amusez-vous. Quand vous allez à l'épicerie, là, souvent, ou dans les boucheries, vous allez avoir des viandes exotiques aussi, de l'alligator, des affaires de même, que vous pouvez. C'est une belle occasion pour faire des tests comme ça, puis tester des nouvelles saveurs, essayer des nouveaux types de viande dans ce genre-là. Après ça, ben, il y a toute la série des fruits de mer, saumon, thon, les sardines, la morue, les crevettes, les huîtres, le crabe, le homard, les moules. Il y a les huîtres, je pense, qui contiennent un peu plus de glucides, il faut faire un petit peu attention. Après ça, ben, il y a les lipides. Les lipides, c'est le beurre, le ghee, le suif, le lard, le gras de canard, le gras de bacon, la moelle, qui est un gras, et les autres gras de source animale. Et on exclut, parce qu'il y a bien des gens qui comprennent pas ça au départ, parce que de l'huile d'olive, on vous dit que c'est du bon gras, et c'est vrai que c'est un très bon gras, l'huile d'olive, c'est une très bonne source de lipides, mais c'est pas carnivore. Et si vous faites le défi carnivore, spécialement dans la période d'adaptation des 30 à 40 premiers jours, il faut éviter tout ce qui n'est pas de source animale, donc pas d'huile d'olive, pas d'huile d'avocat et pas d'huile de coco. Même si en céto normal, ce sont des très bons gras, en carnivore, on ne peut pas en consommer au début. Fait que ça, vous avez des sources de lipides. Après ça, des produits laitiers. Oubliez la notion que les produits laitiers sont inflammatoires. OK? C'est vrai que les produits laitiers peuvent être inflammatoires. Ils vont l'être pour certaines personnes, mais ils ne le sont pas systématiquement. Moi, je ne peux pas prendre de produits laitiers sans gonfler, sans avoir l'air du bonhomme Michelin. Ma blonde peut en consommer sans aucun problème. Oui, thé, café, on va y arriver, Jasmine. Donc, yogourt, crème fraîche, fromage, crème sûre, le kéfir de lait, ce sont tous des produits qui sont carnivores, qui sont acceptables dans l'alimentation carnivore. Ensuite, ben, il y a les œufs.
Dr Bourgeois disait souvent que le maximum d'œufs par jour qu'on peut manger, c'est 36. Donc, si jamais vous arrivez à 36, arrêtez. Après ça, des couennes de porc. Vous avez des couennes de porc soufflées qui sont extrêmement pratiques. Parce que souvent, les gens me disent: Ah oui, mais l'alimentation carnivore, manger du steak à tous les jours, ça vient plate. Là. Mais, j'ai posté là, le groupe là, de Ma vie en carnivore, qui est le groupe de recettes. Là. Et ce qui me fascine, c'est euh, l'imagination que les gens ont, même en alimentation carnivore, pour faire un paquet de choses. Vous pouvez vous faire des gaufres qui sont carnivores, vous pouvez vous faire des pâtes qui sont carnivores, vous pouvez vous faire... pourquoi j'arrivais là, c'est parce que la couenne de porc soufflée, c'est très pratique pour faire un paquet de ces affaires-là, comme exemple de faire de la panure. Si vous voulez vous faire du poulet pané, ben des couennes de porc soufflées qu'on écrase dans le sac en poussière et qu'on se sert de ça pour paner notre poulet, c'est vraiment extrêmement bon, c'est extrêmement très bon, c'est pratique. Après ça, il y a le jerky de bœuf, le bœuf séché, c'est très bon. Biltong de bœuf, qui est du gras de bœuf qui est séché aussi. Vous ferez la recherche sur Internet, là, je ne vais pas rentrer dans la recette. Vous pouvez, après ça, boire du bouillon d'os, les bouillons de poulet, les bouillons de bœuf. Vous pouvez manger des charcuteries. Cependant, charcuterie, il y a une étoile à côté. La raison, c'est qu'il faut faire attention. Les charcuteries, il y a beaucoup de charcuteries qui vont contenir des agents de remplissage, des fillers en anglais, là, qui vont être de la farine de blé, des choses comme ça. Eux, il faut les éviter le plus possible. Il y en a beaucoup qui vont utiliser du sucre aussi à l'intérieur. C'est ça, Ma vie en carnivore, super beau groupe, absolument. Après ça, il y a les saucisses, même chose, ça dépend de ce que contiennent les saucisses aussi. Et les crotons, maison idéalement, parce que pour la même raison, et ainsi de suite. Après ça, il y a la fameuse question des abats. Le foie de veau, le foie de bœuf, le porc, le foie de morue, le foie de poulet, le boudin, le riz de veau, la cervelle. Attention au boudin. Le boudin, souvent, ils vont rajouter du sucre dans le boudin. Et du boudin, naturellement, ça contient des glucides un peu aussi, le riz de veau, la cervelle. Est-ce que vous êtes obligé de manger des abats parce que sinon vous allez manquer de nutriments? La réponse, c'est non. Vous pouvez, il y a des milliers de personnes qui font ce qu'on appelle le Lion Diet, qui est de manger du bœuf, puis boire de l'eau, puis prendre du sel. Le Lion Diet, c'est juste ça. OK? Et il y a des gens qui sont là-dessus depuis 10 ans, 15 ans et qui n'ont aucune carence. Donc, vous n'êtes pas obligé de ça. C'est sûr que moi, de mon côté, je vous encourage à en manger du foie si vous aimez ça, parce que c'est un excellent aliment. Il faut faire attention, comme j'ai expliqué tantôt, manger trop de foie, c'est pas bon non plus. Il y a des gens qui sont plus sensibles à la vitamine A, à la surdose de vitamine A. Et donc, à ce moment-là, chez ces gens-là, il faut en manger moins souvent. Moi, j'essaie d'en manger 1 à 2 fois par semaine du foie. Mais je vais vous encourager surtout à avoir une certaine diversité. Et comme je l'ai expliqué, la base de notre alimentation en carnivore doit être de la viande rouge. C'est pas obligé d'être du bœuf, mais tout ce qui est viande rouge. OK? On est fait pour manger de la viande rouge. Si vous mangez juste du poulet en carnivore, vous allez développer probablement des carences à un moment donné. Si vous mangez juste du lièvre et ainsi de suite, vous allez développer des carences, c'est sûr. Fait que vous devez avoir une base de viande rouge, donc bœuf, veau, le canard, c'est une viande rouge aussi en passant. Donc, ça, devrait être votre base. Mais je vous encourage à avoir une certaine diversité dans vos viandes. Donc, moi, puis pour pas qu'il y ait de monotonie, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais manger du bœuf accompagné de quelque chose d'autre. Donc, du bœuf accompagné d'une cuisse de poulet. Du bœuf accompagné de crevettes. Et ainsi de suite. Ou du canard accompagné de bacon, puis de fromage, et ainsi de suite.
Fait que comme ça, vous allez vous assurer, en ayant une certaine diversité, d'avoir un peu de tout. Et donc de ne pas tomber en carence comme tel, mais aussi d'avoir une certaine diversité. Pour moi, c'est moins important la diversité, mais je sais que je suis, entre guillemets, pas exceptionnel, mais je suis partie d'un groupe qui est un peu plus rare. Mais il y a beaucoup de monde qui veulent pas manger toujours la même chose à tous les jours, puis je vous comprends, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, à ce moment-là, en faisant ça, ben vous, et l'autre chose, c'est que vous n'êtes pas non plus obligé, vous n'allez pas mourir si vous ne mangez pas du bœuf à tous les jours, mais je vous recommande d'en manger le plus souvent possible, que ça reste la base. T'sais. Et si vous prenez 2 repas, ben vous n'êtes pas obligé de prendre du bœuf à tous les deux repas non plus. Vous pouvez, exemple, dîner le midi avec du bacon, avec du poulet, puis des œufs, puis le soir, manger une dame de saumon avec du bœuf. Il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, ben, du sel. Le sel, pour les électrolytes, c'est important. Attention, c'est pas parce que vous étiez obligé de consommer une quantité X de sel en cétogène que vous allez devoir consommer la même quantité en carnivore. Votre quantité peut changer, peut augmenter, mais peut diminuer aussi. Une des façons de le voir, parce que le carnivore, ce que ça va rendre plus évident, c'est l'effet de rendre les gens en diarrhée quand vous prenez trop de sel. Ça fait que vous pouvez développer une diarrhée si vous prenez trop de sel en carnivore et vous pouvez constiper si vous prenez pas assez de sel en carnivore aussi. C'est pas la seule chose, mais c'est un bon barème pour savoir si vous consommez assez de sel ou pas aussi. Ensuite, au niveau des breuvages, la question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je peux boire à part de l'eau? Ben, il y a toutes les eaux minérales, toutes les eaux gazéifiées. Il n'y a aucun problème avec ça. Après ça, il y a le bubbly, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a... je vais revenir avec... je vais revenir dans la période de questions tantôt pour ça. Mais il y a toutes ces choses-là, pas de problème. Maintenant, la grande question, c'est le thé et le café. OK? Est-ce que le thé et le café sont carnivores? La réponse, c'est non. Le thé et le café, c'est des infusions de végétaux. Et donc, à ce moment-là, par définition, ils ne le sont pas. Cependant, le thé et le café, surtout le café, contiennent de la caféine. Et si vous arrêtez le café du jour au lendemain, les chances sont que vous allez avoir, vous allez devenir léthargique, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir, en un mot, des symptômes de sevrage. Il n'est jamais recommandé de couper le café d'une façon bang comme ça. Même que ce qui est recommandé, c'est de mélanger votre café au début 75-25 avec du décaféiné, puis après ça 50-50, puis faire ça pendant 2-3 semaines pour pouvoir venir à bout de vous, de vous sevrer de la caféine. Donc, est-ce que vous devez arrêter le café pour le carnivore? Ma réponse, c'est non. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter le café. Et surtout, parce que vous faites un gros changement dans votre alimentation, ben, je vous conseille même pas de l'arrêter. Moi, les 2 premières années du carnivore, j'ai consommé du café. Et ça n'a absolument rien changé. J'ai eu les bienfaits de l'alimentation carnivore sans problème et tout. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter le café. OK? Bon. C'est que le thé, c'est un peu la même chose. C'est que le thé et le café, je ne vous recommande pas de le couper si vous êtes des buveurs quotidiens, réguliers de thé ou de café. Si vous êtes un buveur de café occasionnel, vous buvez 2 cafés par mois, à ce moment-là, je vais vous recommander de les éviter à ce moment-là, d'essayer de faire le mois au complet sans prendre de café et de thé à ce moment-là. Okay. Après ça, maintenant, comment manger? Ça, c'est bien simple. C'est exactement la même chose que ce que vous faisiez en céto. Donc, jeûne intermittent. La fréquence, c'est en général ce qu'il est recommandé, 2 repas par jour, midi, 5 heures. Vous adaptez ça à votre horaire nécessairement.
faire idéalement du 18-6, et ainsi de suite. Là, ça, c'est correct. Maintenant, un point sur lequel j'insiste chez les gens qui sont cétogènes, c'est de manger quand vous avez faim. Ce que je dis toujours à tous les clients, toutes les personnes que j'ai coachées, même quand j'étais chez Reversa, c'était que j'avais 2 règles. Et mes règles, c'est la première, quand tu as faim, bon, la première chose que tu fais, tu attends 30 minutes. C'est sûr que nécessairement, tu essaies de ne pas attendre 30 minutes assis devant le frigidaire parce que ta faim risque de ne pas passer. Fait que tu essaies de changer les idées un peu. Après 30 minutes, si la faim est toujours présente, à ce moment-là, tu peux prendre un bobli, tu peux prendre un café, un thé, un bouillon d'os, un bouillon de poulet, et ainsi de suite. Tu bois quelque chose. Et tu attends un autre 30 minutes. Si au bout d'une heure totale, tu as faim, bien à ce moment-là, tu manges. Tu manges du gras principalement, mais tu manges. Et le lendemain, à la période du repas qui a précédé la période où tu as eu faim, tu vas augmenter tes lipides. Ça, c'est ma première règle. Et ma deuxième règle, c'est quand tu n'as pas faim, en tout temps, tu ne manges pas. OK? Et ça, c'est extrêmement important. Puis j'en ai parlé dans le groupe hier ou avant-hier, que quand cette règle-là, tu dois la prendre en considération. Tu dois même te dire, tu ne manges pas quand tu n'as pas faim, même en cas que. Parce qu'il y a bien des gens qui vont me dire, à midi, j'avais pas faim, mais j'avais une grosse journée après-midi, puis j'avais peur de manquer d'énergie, ça fait que j'ai mangé en cas. Et ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. OK? Parce que, premièrement, dites-vous une chose. Un athlète olympique qui possède une masse grasse de 10% sur son corps, ben, il y a assez de gras pour vivre entre 3 et 5 mois, grosso modo. OK? Sur ses réserves. Donc, si vous n'êtes pas un athlète olympique et que vous avez un peu plus que 10% de masse grasse sur votre corps, vous devez être capable de vivre pendant au minimum 6 mois. Ce qui fait que vous ne manquerez pas d'énergie en après-midi, aucun problème, spécialement si vous êtes céto depuis quelques années déjà, encore raison de moins. Il y a bien des gens qui me disent, ah, tu sais, moi je fais ça parce que je veux perdre du poids. Ah, ok, parfait, j'ai pas de problème. Tu sais, je comprends là, que ça va rétablir ma santé et tout le kit. Mais l'alimentation céto, puis être céto, c'est pas magique. Les corps cétoniques, oui, ils ont un paquet de rôles, puis on les connaît pas tous encore, puis ils agissent en tant qu'hormones, puis ils agissent sur le cerveau, puis bon. Mais c'est pas magique. Les corps cétoniques font pas fondre la graisse. Et ce que ça fait, pourquoi l'alimentation est en cétose, l'alimentation céto fait perdre du poids, c'est parce que ça permet au corps de récupérer sa capacité de gérer le poids. En faisant quoi? En diminuant le taux d'insuline à jeun. Donc, le corps, il récupère cette capacité-là de gérer et il veut perdre son poids parce que, d'un point de vue évolutif, transporter une surcharge pondérale, transporter un 35, 40, 50 livres de gras, c'est pas un avantage évolutif. Puis là, les gens que j'ai passés en coaching, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Si je marche dans le bois avec mon frère pèse 350 livres, puis moi j'en pèse 175, puis on rencontre un ours, lequel des deux l'ours va manger? Ben, c'est pas moi, c'est mon frère. Pourquoi? Parce que, un, il court moins vite que moi à 350 livres, et deux, ben, il est plus appétissant pour un ours. Fait que, d'un point de vue évolutif, l'évolution n'a pas voulu qu'on transporte une surcharge pondérale. C'est que quand on tombe en cétose, puis on diminue notre insuline, le corps récupère la capacité de brûler le gras, de contrôler le poids, et il va vouloir le faire. Et il y a 2 mécanismes par lesquels il va le faire. Le premier, c'est qu'il peut accélérer le métabolisme. Tu sais, souvent, tout le monde sait que si je mange en hypocalorie, ben, mon métabolisme va finir par ralentir. Ben oui, c'est vrai, le métabolisme a la capacité de ralentir. Mais non seulement il a la capacité de ralentir, il a la capacité d'accélérer aussi. S'il a la capacité de ralentir, il est capable d'accélérer. Donc,
ce qu'il va faire, c'est qu'il peut accélérer pour brûler mon excédent gras. Ça, c'est parfait, c'est excellent. Mais le deuxième mécanisme, c'est qu'il va jouer sur mon appétit. Donc, si je me mets à manger quand j'ai pas faim, je viens de scraper un des deux mécanismes qu'il possède pour me faire perdre du poids. Donc, à ce moment-là, c'est extrêmement important que quand vous n'avez pas faim, c'est votre corps qui vous dit: Hey, j'ai pas besoin de rien, donne-moi rien, j'en ai pas besoin de rien. Et donc, de l'écouter à ce moment-là. C'est en carnivore, à cause de la très, très grande densité en nutriments que la viande possède, c'est encore plus vrai. Okay? Et il y a des gens qui me disent, souvent la question se pose, on peut pas faire, est-ce que je peux faire OMAD plus que 3 jours 3 jours d'affilée? Et la réponse à ça, c'est si c'est ta tête qui décide. Dans le sens que si je me dis, hey, ça fait un mois, j'ai pas perdu une livre, j'aimerais ça casser mon plateau, m'en faire des OMAD. Ça devrait casser mon plateau. Ben, si c'est ça, c'est ma tête qui décide à ce moment-là. Je vais avoir faim un peu, mais c'est pas grave, je vais le combattre. Ça, je peux pas le faire plus que 3 jours. Parce que si je le fais plus que 3 jours, mon métabolisme va commencer à ralentir. Mais si j'arrive à midi et que j'ai pas faim pour manger, à ce moment-là, puis que j'arrive le soir, puis là j'ai faim et je mange, puis que ça se passe pareil comme ça pendant 3 jours de temps, puis j'arrive la quatrième journée, puis j'ai encore pas faim à midi, là, je ne vais pas me dire, ben, si je mange pas à midi, ça va faire 4 OMAD, mon métabolisme va ralentir. Votre métabolisme, il cherche pas à vous jouer des tours. Si il vous dit qu'il n'a pas faim, ben, il n'arrivera pas après ça, puis vous jouez un tour dans le dos, puis ralentir. Non, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de rien à ce moment-là. Fait que dans un cas comme ça, oui, vous pouvez faire OMAD 4, 5, 6, 7 jours, il n'y a pas de problème. Tant et aussi longtemps que vous êtes à l'écoute de votre métabolisme, de votre corps, parce que un métabolisme qui ralentit, avant de ralentir, il va sonner des signaux d'alerte. Et le premier signal d'alerte qui va sonner, c'est qu'il va vous donner faim. Et il va vous donner une faim que vous ne pourrez pas ignorer. Pas une faim, pas que vous pouvez dire, ah, c'est pas grave, je m'assis 2 minutes, puis bon, j'ai passé à d'autres choses, puis j'ai plus faim. Non, une faim qui fait que vous ne pouvez plus vous concentrer sur rien, que vous voyez des steaks vous passer dans la tête. Fait que quand vous avez faim comme ça, puis que vous êtes obligé de vous battre contre vous-même pour éviter justement de manger, ben là, vous pouvez vous dire, ouais, si je suis obligé de me battre contre moi-même, c'est parce que mon métabolisme est en train de ralentir. Donc, à ce moment-là, ça, c'est pas bon. Okay? Vous devez rester à l'écoute de votre corps et il n'y aura pas de danger après ça. Maintenant, quelles sont les quantités? Et ça, là, je vous le dis, c'est vraiment pour vous donner une idée très, 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 très générale. Je déteste parler de quantité. Pourquoi? Parce que la vraie de vraie réponse à ça, c'est manger jusqu'à temps que vous ayez plus faim. Puis quand vous aurez faim, ben vous remangerez jusqu'à temps que vous ayez plus faim. C'est ça la vraie de vraie réponse. Okay? Pourquoi on parle de quantité un peu? C'est pour vous donner une petite idée. Okay? Et pour m'assurer que vous mangiez assez de gras pour les protéines que vous mangez. Parce que je le sais que même si on répète que c'est pas le gras que vous mangez qui vous fait engraisser et que la plupart des gens, la grosse majorité des gens veulent perdre du poids et ainsi de suite, et que chez ces gens-là, c'est naturel dans le subconscient de dire si je perds pas de gras, c'est parce que j'en mange trop du gras. Et même si on vous le répète que c'est pas le gras que vous mangez qui vous fait engraisser, à un moment donné, ça travaille dans le subconscient et les gens ont tendance naturellement, quand la perte commence à ralentir, quand on pogne des plateaux, les gens ont tendance naturellement à diminuer leur quantité de gras. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on met des chiffres.
en général, la règle générale, les femmes vont manger à peu près, grosso modo, 1 livre de viande par jour et les hommes 1 livre et une demi. Ça peut varier énormément. Ça va varier dans le temps. Les 6 premiers mois que j'ai commencé l'alimentation carnivore, je l'avais calculé à un moment donné, je mangeais 4800 calories. J'étais défoncé complètement. Ça s'est calmé. Je mangeais à ma faim, that's it, that's all. Il y a des gens qui commencent l'alimentation carnivore et qui mangent 600 calories, puis ils sont corrects avec ça. Et c'est correct aussi, puis vous le savez, là, la notion des calories, je déteste ça. Mais bon, c'est pour ça que j'ai emmené la quantité. Et dans le fond, puis je ne vais pas rentrer en détail parce que je veux me garder du temps pour la période de questions, mais l'important, c'est vraiment d'avoir à peu près 1 gramme de gras par gramme de viande, par gramme de protéines que vous mangez. Et la façon rapide, très très rapide de l'évaluer, c'est ainsi. Quand vous mangez un steak, quand vous l'achetez votre steak, sur l'étiquette, c'est marqué combien il pèse. Ça fait que si vous achetez votre steak, ben, qui pèse 400 grammes, pas des chiffrons, il pèse 400 grammes. La viande, là, en général, là, vous pouvez calculer 25 grammes de protéines par 100 grammes de viande. OK? Il y a des viandes qui en contiennent un peu moins, d'autres un peu plus. C'est pas grave. C'est pas de la science de la physique nucléaire qu'on fait, là. OK? C'est juste de manger. Donc, à ce moment-là, vous pouvez calculer 25. Ça veut dire que à 400 grammes, mon steak, ça contient 100 grammes de protéines. Donc, je dois avoir 100 grammes de gras. Si mon minimum, si mon steak, c'est une coupe grasse, avec le rubber tout le tour, avec du persillage, tout le kit, mon steak va contenir 20 grammes, grosso modo, 20 grammes de lipides par 100 grammes de viande. Donc, parce qu'un steak, ça contient, comme exemple, là, celui-là, sur 100 grammes, ça va contenir 25 grammes de protéines, 20 grammes de gras, c'est 45 grammes. Le restant, c'est quoi? C'est principalement de l'eau. Okay? Fait que les gens qui ont déjà fait sécher de la viande, vous voyez que votre volume de viande est diminué quand vous le faites sécher. Pourquoi? C'est à cause de l'eau qui s'évapore, le poids et toute la kit. Fait une grosse portion du poids de la viande qui est de l'eau. Ce qui fait que là, à 20 grammes, ben, je me ramasse à 80 grammes de lipides pour 100 grammes de protéines sur mon steak de 400 grammes. Ben, il me manque 20 grammes. 20 grammes de lipides, c'est quoi? Ben, c'est 4 cuillères à thé de beurre. Ça fait que je vais mettre 4 cuillères à thé dans ma poêlonne, ça va me donner mon 20 grammes de lipides. Et un coup que mon steak est cuit, je mets ça dans mon assiette, je vais verser mon gras de cuisson. Je sais que mon assiette est au minimum à 1 pour 1. Donc, si je rajoute quelque chose par après, ça va contenir du gras, exemple du fromage qui contient plus de gras que de protéines, mais mon ratio va monter à 1.1 pour 1, 1.2, 1.3 et ainsi de suite. L'idée, là, c'est que si vous trempez, là, si votre assiette est sec dans le fond, c'est pas normal, vous manquez de gras. Et si vous trempez chaque bouchée que vous mangez dans le gras, dans le fond de votre assiette, votre ratio, il est bon. Cassez-vous pas la tête, votre ratio, il est bon de cette façon-là. OK? Ça fait que c'est ça. Vous avez, ce que je vous ai expliqué, c'est l'aide-mémoire 2, grosso modo. Ensuite, composition d'une assiette. Bon, les steaks saumon, je vais expliquer tantôt. Les électrolytes, on en a parlé. Les problèmes de transition. Okay. Pourquoi je vous parle toujours du 30 jours minimum, puis la réalité, c'est même 45, c'est que le plus gros problème avec l'alimentation carnivore, ce changement d'alimentation-là, c'est au niveau du microbiote. Le microbiote, c'est quoi? C'est la colonie de bactéries qui habitent dans votre côlon, dans votre intestin. Et ce qui arrive, c'est qu'il y en a des milliards et des milliards de bactéries à l'intérieur de ça. Et c'est des colonies, il y a différentes familles à l'intérieur de ça. Et quand vous mangez des végétaux, ben c'est eux qui vont manger, ils vont se nourrir des fibres que vous consommez. Pas toutes, la plupart des fibres vont être expulsées, mais eux vont se nourrir un petit peu des fibres. Ces bactéries-là, quand vous mangez carnivore, ils vont mourir éventuellement. OK? Et c'est ce qu'on veut. On veut parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de fibres, il n'y aura plus de végétaux, puis ils vont mourir, puis ils vont être remplacés
par des bactéries, des familles de bactéries qui vont manger des protéines, eux autres. Parce que oui, ça existe, il y a des bactéries qui peuvent manger des protéines à ce moment-là. Donc, votre microbiote va changer. Et pour qu'un microbiote change, ça prend entre 30 et 45 jours pour qu'il puisse s'adapter. C'est pour ça que c'est extrêmement important durant le premier 30 jours d'être très très strict. Parce que si vous arrivez au bout de 2 semaines, puis je vous donne des images, là, vous arrivez au bout de 2 semaines, puis votre famille de bactéries qui mangent des fibres là, est presque morte. Là, parce que ça fait 2 semaines qu'elle n'a pas mangé, puis elle est sur le bord de mourir, mais elle n'est pas morte, mais elle n'est pas forte. OK? Et que là, vous dites, on va mettre des épices un peu. OK? Puis que vos épices, c'est du persil, exemple. Et du persil, ça contient des fibres. Et là, ça peut être assez pour réveiller ces bactéries-là et leur permettre de ne pas mourir. Donc, vous allez scraper votre période d'adaptation, vous allez la recommencer. Et ça, c'est une chose, mais vous pouvez éventuellement tomber dans une genre de zone d'entre-deux. Okay? Où ce que vous êtes pas adapté carnivore, mais vous n'êtes plus vraiment adapté pour les légumes, tout le kit. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vraiment filer très mal. C'est ce qui m'est arrivé, parce que moi, avant de passer à l'alimentation carnivore stricte, quand je l'ai faite la dernière fois, c'était pour le défi, mais je l'avais déjà essayé 2 fois dans le passé. Et j'avais filé mal. Pourquoi? Parce que justement, j'avais fait l'erreur de conserver de l'huile d'olive et de l'huile de coco. Je m'étais dit, c'est pas grave, c'est un des gras, ça ne contient pas des antinutriments, blablabla, tout le kit. Et à cause de ça, je me suis mis à filer mal. Quand je l'ai fait la dernière fois pour le défi carnivore, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, tu veux faire le défi? Parfait. Je me suis dit ça à moi-même. Tu vas le faire de la bonne façon. Tu vas être très strict. Et c'est à ce moment-là que ça s'est très, très bien passé. Donc, c'est pour ça que c'est très important au départ d'être le plus strict possible. Et ensuite, quand ça fait 30-45 jours que vous le faites, si vous voulez maintenir cette alimentation-là, à ce moment-là, vous pouvez réintroduire des choses comme des épices, par exemple. OK? Ça fait que, et de toute façon, la réintroduction d'aliments pas carnivores, on va en parler durant le dernier Facebook Live à la fin du défi, fait que je ne rentrerai pas en détail là-dedans. Mais donc, à ce moment-là, fait que vous n'êtes pas obligé de vous dire, tu sais, les gens, des fois qui me posent des questions, moi je trouve ça plate pas manger d'épices, j'ai pas de problème avec ça, mais au début, essayez de le faire sans épices, pour cette raison-là. Ensuite, si vous voulez étirer votre défi carnivore 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, mais vous voulez manger d'autres aliments qui sont moins carnivores à ce moment-là, ben faites-le après, c'est ça, après le 30 ou 45 jours, pour cette raison-là. Vous pouvez avoir de la constipation. Attention, constipation, c'est vous devez avoir des symptômes. Le fait de ne pas aller à la toilette pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine même, c'est pas de la constipation. La constipation, vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir un blocage. Quand vous êtes assis sur la toilette, vous voulez y aller, mais ça passe pas. Ça, c'est de la constipation. Si vous allez juste pas parce que vous n'avez pas envie de la toilette, c'est pas de la constipation à ce moment-là. Et si vous êtes réellement constipé, augmentez votre sel, augmentez votre hydratation, votre eau énormément. Ça va vous aider beaucoup. Augmentez vos lipides aussi. Ça va vous aider beaucoup à ce moment-là. Si vous avez le contraire, vous êtes en diarrhée, diminuez votre sel. Si vous prenez du magnésium, arrêtez le magnésium complètement pendant 2-3 jours. Et ainsi de suite, et diminuer un peu votre consommation d'eau de cette façon-là. Ça fait que ça, c'est au niveau du problème de transition, transit intestinal. Maintenant, rapidement, est-ce que vous devez manger de la viande bio? Si vous avez les moyens et ainsi de suite, je ne serai pas contre la vertu, allez-y, manger de la viande bio, nourrie à l'herbe, flattée dans le sens du poil. C'est sûr que c'est juste au niveau du goût, c'est de l'excellente viande. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer de la viande bio,
Moi, je mange principalement, de plus en plus, je mange de la viande du Costco qui est quand même de meilleure qualité. C'est du beurre catégorie 3A, mais je mange très souvent de la viande du IGA. J'ai un IGA qui est pas loin, que j'aime beaucoup, et donc j'achète ma viande là, et je suis en très bonne santé aussi. La très grosse différence que vous allez retrouver dans les viandes, c'est la viande qui est nourrie à l'herbe versus la viande qui est nourrie au grain. Je l'explique dans le document, mais vite, vite, c'est la composition des lipides. La viande nourrie à l'herbe, vous allez vous ramasser avec à peu près 2 grammes par 100 grammes de viande qui va être des oméga 6. Et ça, c'est exactement la quantité d'oméga 6 dont on a besoin. Si vous mangez de la viande qui est nourrie au grain, la quantité d'oméga 6 va augmenter un peu, va être autour de 4 grammes. C'est pas énorme, c'est pas une très grosse différence, c'est pas dramatique à ce moment-là. Donc, pour ça, il n'y a vraiment pas de problème comme tel. Après ça, vous avez vu là, toutes les études que je vous ai citées au niveau de la viande rouge et votre santé. Est-ce que c'est vrai que de la viande rouge, vous allez mourir plus vite, puis vous allez avoir des cancers, tout le kit? Bien au contraire, la viande rouge, c'est un élément essentiel de la santé de l'être humain. Écoutez, on a évolué sur 2,5 millions d'années en mangeant de la viande. Ça fait 11 000 ans seulement dans l'histoire de l'homme, qui est un pet dans l'histoire de l'homme, qu'on mange, qu'on a développé l'agriculture. L'agriculture date de 11 000 ans. Avant ça, on était des chasseurs-cueilleurs. Et il y a je me souviens plus du pourcentage. C'est 80, on va y aller avec ça, mais mettons, là, c'est 85% des végétaux sur la surface de la planète, mais je me souviens plus exactement du chiffre, mais on va y aller avec 85%. 85% des végétaux sur la planète qui sont toxiques pour l'être humain et 85% des protéines animales qui sont comestibles pour l'être humain. Donc, nos ancêtres avaient compris ça très, très, très rapidement. C'est pour ça que quand vous voyez dans les grottes, les peintures rupestres dans les grottes, vous ne voyez jamais de peinture de brocoli, de personnes qui mangent du brocoli. Ce qu'on voit, c'est des chasseurs qui chassent le mammouth, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment la viande qui est à la base de notre évolution. C'est la densité nutritionnelle de la viande et des lipides animaux qui ont permis à notre cerveau de se développer à ce qui est devenu aujourd'hui. Et c'est pas donc pas ça qui va vous tuer. Et l'autre, je vais compléter là-dessus, c'est l'idée que, parce que ça c'est un des arguments qu'on me dit souvent, oui, mais les hommes des cavernes, l'espérance de vie était de 45 ans. C'est que, oui, c'est vrai, l'espérance de vie des hommes des cavernes était à 45 ans. Pourquoi? Parce que le taux de mortalité infantile était à 40%. Ce qui fait que l'espérance de vie, c'est un calcul de moyenne. Et le problème, c'est pas que les gens ne vivaient pas plus vieux que 45 ans, c'est que sur tout le groupe au complet, il y en avait 40% qui mouraient avant l'âge d'1 an. Mais si vous aviez la chance de passer à travers la période de votre jeunesse, là, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et d'arriver à l'âge adulte, vos chances de vivre jusqu'à 65, 70, 75 ans étaient très élevées. Et les gens mouraient principalement. Et ça, puis ça, je vous dis, c'est si vous ne vous cassiez pas une jambe, si vous vous empoisonnez pas parce que vous vous êtes coupé sur quelque chose, choc toxique, quelque chose comme ça, vous aviez des chances. Ils ont découvert des squelettes de personnes qui avaient 65 ans, 70 ans. Mais la particularité, c'est que les gens ne mouraient pas de cancer, ne mouraient pas de diabète de type 2, ils ne mouraient pas de ces maladies-là. C'est pas pour rien qu'on a appelé ces maladies-là les maladies modernes. Pourquoi? Parce que c'est des maladies qu'on ne retrouvait pas ou de façon extrêmement rare dans l'ancien temps. Okay? C'est des maladies qui se sont développées dans les 100 dernières années. Et qu'est-ce qui a changé dans les 100 dernières années? C'est notre alimentation. Et qu'est-ce qui a changé dans notre alimentation? C'est oui l'apport de glucides, mais aussi l'apport en huile végétale. Et pour les huiles végétales, allez voir mon Facebook Live
sur les huiles végétales que j'ai faites dans du défi du mois de novembre. J'en parle à l'intérieur de ça, l'importance que ça peut avoir sur notre santé aussi, aussi importante que notre quantité de glucides qu'on consomme. Parfait. Fait que là, ça complète ce que je vais vous dire au niveau de la présentation du défi carnivore. Maintenant, je vais passer, avant de passer aux questions du groupe, je vais passer à des questions qui ont été mises à l'intérieur sur la publication du Facebook Live. Il y a des gens qui ne pouvaient pas être présents lors du Facebook Live. Fait que je vais passer leurs questions et après ça, je vais passer à vos questions à vous. C'est que il y a Cynthia qui a posé la question l'impact des édulcorants en alimentation carnivore. Exemple, le fruit des moines. OK? En alimentation carnivore, on essaye surtout durant la période d'adaptation, le premier 30 jours, encore une fois, on évite les édulcorants. OK? Premièrement, les édulcorants, il faut les diviser. OK, je reviens, Pascal, pour cette question-là après. À la fin des questions qu'il y a là, je vais commencer par ta question à toi. Donc, on essaie d'éviter les édulcorants. Pourquoi? Premièrement, il y a deux types d'édulcorants. Il y a les édulcorants naturels, comme l'érythritol, le xylitol. Puis même dans ceux-là, il y a deux types aussi. OK? Donc, on parle du xylitol, l'érythritol. Ça, c'est ce qu'on appelle des polyols, les polyalcools. Eux autres, ils affectent énormément. La raison pour laquelle on va les éviter, c'est parce qu'ils vont affecter énormément le microbiote. Okay? Le microbiote va les brûler, va les consommer. Donc, puis c'est pas pour rien, là, prenez une surdose de xylitol, vous allez voir la diarrhée fulgurante que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que ça vient affecter le microbiote énormément. Donc, ceux-là, on va les éviter pour cette raison-là. Après ça, il y a les édulcorants de type naturel, végétal, comme le stevia, comme le fruit des moines, qui sont de source végétale. Bien, eux autres ne sont pas carnivores, sont de source végétale. Donc, pour cette raison-là, on va les éviter. Maintenant, il y a tous les édulcorants de type chimique, comme Bon du Seigneur. Voyons, je veux toutes les nommer, ils me passent toutes dans la tête puis je les vois plus. Là. Mais tout ce qui est édulcorant chimique, ben c'est ça. C'est des édulcorants qui sont chimiques, on va essayer de les éviter. Non seulement ça, il faut faire attention que les édulcorants, ils peuvent affecter votre pas votre glycémie, je m'excuse, mais votre insuline à jeun et ainsi de suite. Donc, pour ces raisons-là, les édulcorants, on va les éviter. Après ça, le vin, le champignon. Bon, l'alcool, je vais revenir sur l'alcool avant. Les champignons, le sucralose, merci Pascal. Mon Dieu, je me sens moins niaiseux. Eh boy. Merci. C'est ça, les champignons, et ça, si vous vous promenez d'un groupe carnivore à l'autre, vous allez voir, il va y avoir un paquet d'opinions différentes là-dessus. La réalité scientifique, c'est qu'un champignon, c'est pas un végétal. La réalité scientifique aussi, c'est qu'un champignon, c'est pas un animal. Donc, dans le fond, un champignon, c'est un être vivant. C'est un amas de cellules. C'est même pas des bactéries en réalité. Là. Mais bon, c'est que c'est une zone grise. Ça tombe dans un entre-deux. Beaucoup de carnivores vont les permettre. Okay? Moi, ça me dérange pas. Oui, il y a certains champignons qui vont contenir certains antinutriments aussi. Bon, ils doivent se protéger aussi. C'est sûr et certain, c'est un être qui est vivant, mais bon. Donc, dans le premier mois, surtout dans le défi, je vous recommanderais de les éviter, mais si vous avez le goût de manger des champignons, c'est pas dramatique, j'ai pas vraiment de problème avec ça. C'est vraiment dans une zone grise au niveau des champignons. Maintenant, l'alcool. L'alcool, je vous dirais, si vous voulez aller vers
des alcools blancs, comme de la vodka, comme du gin, ces choses-là. C'est un peu la même chose qu'en alimentation céto au niveau de l'alcool. Le minimum de glucides possible. Faites attention, jamais à jeun parce que l'alcool va frapper beaucoup plus fort et ainsi de suite. Mais j'éviterai énormément le vin. Pourquoi? Parce que le vin contient beaucoup d'antinutriments. La même chose pour la bière aussi. Tantôt, j'en ai parlé. Exemple, les tanins. Les tanins, c'est un antinutriment très, très, très efficace en plus. Donc, j'éviterais énormément le vin et ainsi de suite. Tout ce qui est vin, euh, euh, ouais, en bière et tout ça. Fait que vers des alcools blancs, si vous voulez vraiment prendre de l'alcool, un alcool blanc mélangé avec un bubbly, j'ai pas de problème avec ça, avec du tonic water qui serait sans sucre nécessairement aussi. Ce genre d'alcool-là, j'ai pas de problème, mais je vous recommande fortement durant les premiers 30 jours d'éviter le vin. Les arômes naturels, le bubbly, l'orange oil, c'est le même. Euh, Moi, comme vous pouvez le voir, j'en consomme, j'ai aucun problème avec ça. J'ai jamais vu personne qui avait des problèmes avec ça. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. OK. Euh, les trucs conserver, économiser sur la viande. Ben, écoutez, conserver et économiser la viande, le bon vieux congélateur, c'est le meilleur truc qu'on peut avoir. C'est ce que je fais. Pour économiser, entre autres, j'en ai parlé. Ce que je fais, moi, c'est que j'achète chez Costco des rôtis, mais c'est des rôtis de palette, mais sont ronds. C'est des gros rôtis de palette ronds, c'est un emballage de deux. Ça revient à peu près à 30$ en moyenne, 30-35$ l'emballage de deux. Et ce que je fais, c'est que j'enlève la corde et je coupe ça en tranches, puis je me fais des steaks avec ça. Okay? Ce qui fait que, comme le dernier paquet, là, j'ai fait 5 steaks avec mon emballage. C'est à 30 l'emballage, ça revient à 6$ du steak. Présentement, vous prenez un ribeye, puis les ribeyes sont à peu près pour le même poids. On parle de steak de 450 à 500 grammes. Dans mon cas, à moi, c'est ce que je mange. Ben, à ce moment-là, ça m'a donné 5 steaks de cette façon-là. Et un ribeye équivalent, présentement, se vend à peu près 17, 18$, 20$. Donc, c'est entre 15 et 20, mais c'est plus autour de 20 présentement. Fait que ça, c'est une bonne façon d'économiser. Fait que ce que je fais, c'est que je vais acheter ça, je vais couper en tranches la journée même. Je vais les emballer. Si vous avez une machine pour emballer sous vide, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je les emballe. J'ai une machine, mais bon, je ne m'en sers pas présentement. Je l'emballe dans des sacs de congélation, des sacs glades de congélation, que j'enlève le maximum d'air possible. Mais moi, j'achète de la viande pour faire à peu près 1 à 2 semaines. En général, c'est 1 à 2 semaines. Donc, c'est pas assez long pour voir l'avantage d'emballer sous vide versus si j'emballerais, exemple, si vous achetez un quart de bœuf et que vous le congelez pour 6 mois de temps, bien là, à ce moment-là, il faut absolument que votre viande ait été emballée sous vide, sinon, ben, l'oxygène, tout le kit va avoir une réaction, vous allez brûler votre viande. C'est que ça, c'est un des trucs. Ensuite de ça, est-ce que les filets de bœuf. Les filets de bœuf. Ben, la viande chez Costco, c'est de la catégorie 3A. Je vais vous dire, si vous me mettez un steak de chez Costco versus un steak de chez IGA et que je fais un test de goût à l'aveugle, je peux vous identifier à 100% lequel vient de Costco et lequel vient d'IGA. Au niveau du goût, de la texture et tout le kit, la différence est assez grande pour pouvoir le voir. Cependant, encore une fois, chez Costco, ce qui est vraiment pas cher, présentement, c'est exemple, les rôtis de palette ronds, là, emballage de deux, ça c'est vraiment pas cher. Et le steak haché est vraiment pas cher aussi. Et certaines coupes de viande, je me souviens plus du nom de la coupe, là, qui a un peu moins de persillage dedans, qui sont relativement pas chers, versus
les rib steaks, les ribeyes chez Costco qui sont présentement autour de 15 à 18 piastres le steak. Ça commence à être dispendieux du steak. Ça fait que c'est ça qu'il y a chez Costco à ce prix-là. Au niveau chez Costco aussi, il y a le bacon. L'emballage de bacon, j'achète le bacon Costco, l'emballage bleu, celui qui a moins de sel. Pas parce que je veux diminuer ma consommation de sel, c'est que celui-là, il contient zéro sucre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de glucose dans ses ingrédients, versus l'emballage rouge qui a du glucose dans les ingrédients. Je sais que sur le bacon, le glucose est lavé après parce qu'ils se servent de ça pour le processus de maturation. Donc, il en reste pratiquement pas. Mais malgré ça, l'emballage bleu qui a moins de sel dessus, que je peux rajouter du sel quand même, il contient zéro glucose. Ça fait bien mon affaire de cette façon-là. Le bacon chez Costco, la semaine passée, j'ai payé un emballage de 4 autour de 21 grosso modo. Donc, ça revient à peu près 5 piastres et demi le paquet de 500 grammes de bacon. Parce que surtout le bacon, présentement, chez IGA, là, il est rendu, je pense, autour de 9 c'est extrêmement dispendieux. Ça fait que ça, il y a le bacon chez Costco. Puis là, je m'excuse pour les personnes de l'Europe qui vont écouter ça en différé, là, mais bon, malheureusement, je ne connais pas vos épiceries là-bas. Mais ça fait que c'est des trucs que vous pouvez utiliser. Chez Costco aussi, j'achète les très gros filets de saumon qu'on peut congeler aussi. Très bien. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est je me suis acheté une machine pour un déshydrateur pour pouvoir me faire mon jerky moi-même. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'achète les petits steaks à sandwich que je coupe en tranches seulement, puis que je mets là-dedans avec du sel. Et c'est une super bonne collation aussi. Ah, puis ça m'emmène, ce que je voulais vous dire aussi, puis parce qu'on va en parler une autre fois, mais l'autre chose, j'ai complètement oublié de vous parler tantôt, c'est l'importance de manger du cru en alimentation, c'est tout. Il y a une vidéo, je vais la reposter, là, d'une femme qui a posté sur Diet Doctor à un moment donné l'importance de manger du cru et de manger de la viande crue aussi de temps en temps. Et il y a bien des gens qui me disent au début, mange de la viande crue. Ouais, mais du tartare, c'est très bon. Vous pouvez faire du tartare. L'important, c'est de manger de la viande qui est adaptée à ça. Surtout si vous n'avez jamais ou mangé très rarement de la viande crue. Moi, je vous le dis, là, puis je sais qu'il y a bien du monde qui vont dire tu vas mourir, puis toute la kit. Là. Mais depuis que je suis enfant, que je mange du steak haché cru, je sais que c'est pas l'idéal, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Aucun. J'ai pas de parasites, j'ai rien de ça. Donc, je suis habitué de manger de la viande crue. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est demander à votre boucher de la viande pour faire du tartare, d'avoir votre propre hachoir. Vous pouvez vous faire du steak manger du steak haché cru à ce moment-là. Mais vous pouvez aussi manger du saumon cru. Il y a du saumon. Encore une fois, il faut acheter du saumon à tartare. Vous ne pouvez pas manger tous les saumons. Ou vous pouvez manger tous les saumons, mais vous devez le faire congeler pendant 2 semaines de mémoire, ou en tout cas, je ne me souviens plus combien de temps. Là. Mais il y a une procédure pour rendre le tartare, le saumon, apte à être mangé cru aussi de version en version. C'est une question de congélation. C'est que vous pouvez manger, c'est ça, vous pouvez manger un peu de tout de cru, mais l'autre chose que vous pouvez faire pour manger de la viande crue, c'est justement de manger de la viande séchée. Donc, de la viande séchée, c'est ça, vous pouvez la faire sécher, vous n'êtes pas obligé d'avoir un déshydrateur, vous pouvez faire sécher votre viande au four, il y a un paquet de vidéos sur Internet, et de la viande séchée, c'est de la viande crue. Qui a juste perdu son eau, mais qui va conserver toutes ses valeurs nutritionnelles. Pourquoi manger du cru? Parce que la cuisson va détruire certaines vitamines et minéraux à l'intérieur de la viande, c'est sûr et certain. Donc, à ce moment-là, si vous voulez insérer de la viande crue, c'est vraiment excellent. Et ça, c'est une des façons que vous pouvez le faire. OK? OK. Les viandes, quelle coupe privilégiée? Des viandes
idéalement les viandes grasses. Cependant, très souvent, les viandes un peu plus maigres, comme les rôtis français, vont être moins dispendieux. Et donc, à ce moment-là, si c'est une question de budget, vous pouvez les acheter, mais vous devez être conscient que ces viandes-là vont contenir entre 10 et 15 grammes de gras par 100 grammes de viande versus le 20 grammes pour les viandes grasses. À ce moment-là, vous devez ajouter plus de gras dans vos assiettes si vous consommez des coupes qui sont un peu moins grasses. Et même chose pour le poulet. Si c'est du poulet, premièrement, si vous voulez manger du poulet, vous devez manger idéalement les cuisses, la viande brune qui est plus grasse que la viande blanche, et manger la peau aussi, parce que sur le poulet, c'est la peau qui est grasse. Le porc, c'est une excellente viande aussi. Le rôti de palette crue, c'est ça ce que je fais. Je mange du rôti de palette crue. Je la jette. Quand je la jette, je regarde que la date d'emballage est de la même journée. Ça, c'est la première chose. Et ce que je fais après ça, c'est que je la mange la journée même. Donc, quand j'arrive chez moi, je vais couper mon palette en cubes. Et après ça, je vais saler mes cubes sur toutes les surfaces du cube. Et je vais attendre 3, 4, 5 minutes que le sel ait agi sur la viande comme telle. Et je vais manger ça cru. C'est vraiment c'est très bon. C'est ce que j'adore ça, manger ça. Parfait. Ça, c'est beau. Merci de permettre de regarder. Plat cuisson, n'a pas cuisson. OK. Oui. Si jamais vous avez faim entre les repas, vous augmentez votre consommation de gras. La faim, en général, spécialement en carnivore, c'est un manque de substrat énergétique. Votre substrat énergétique, c'est les lipides. Donc, à ce moment-là, si vous avez faim entre les repas, c'est parce que vous ne consommez pas assez de lipides. À ce moment-là, vous augmentez vos lipides. Ça, parfait. Donc, maintenant, je vais y aller. OK, à les questions. Là, les gens, vous pouvez m'envoyer vos questions dans les commentaires. Je vais commencer par la question de Pascal. Après un jeûne, qu'est-ce qu'on prend? Bien, après un jeûne, vous allez prendre un peu comme dans le livre d'Evelyne et de Sophie, ce qu'on expliquait. On va commencer par éviter les grosses quantités de gras au départ. La façon idéale, moi, je vous dirais, parce que qu'est-ce qui arrive durant un jeûne, c'est que votre système digestif va prendre une pause complètement. Et là, votre corps va arrêter de produire des sucs gastriques, de la bile et ainsi de suite. Et donc, dans votre estomac, ça va devenir essentiellement de l'eau. L'acidité va diminuer. Et si vous arrivez à ce moment-là, puis vous pitchez quelque chose qui est très dur à digérer, qui nécessite des sucs gastriques, qui nécessite de la lipase, de la bile et ainsi de suite, comme du gras, et que vous envoyez ça comme une brique dans votre estomac, c'est sûr et certain que votre système digestif va vous détester. Et il va vous le faire savoir. Donc, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le réveiller tranquillement. Meilleure chose que vous pouvez faire, ça serait un bouillon d'os, par exemple. Ou même un bouillon de poulet ou un bouillon de bœuf, des choses maison, idéalement. Pourquoi? Parce que ça va contenir des protéines, un petit peu de gras, et ça va réveiller votre système digestif qui va se mettre à reproduire les enzymes de digestion, des sucs gastriques, et ainsi de suite. Il va tout produire ça. Il va se préparer à digérer ça. Donc, vous prenez quelque chose comme ça. Ensuite, et ça, c'est tout dépendamment de la longueur de votre jeûne. Un jeûne d'une journée ou deux, vous pouvez vous permettre de ne pas attendre trop longtemps après puis de manger. Si vous avez fait un jeûne de 7 jours, 8 jours, là, à ce moment-là, vous devez y aller beaucoup plus par étapes. Fait que vous commencez par le bouillon. Ensuite, 1 heure après, vous pouvez manger, exemple, du poulet, mais vous pouvez y aller avec, mettons, du blanc de poulet. C'est plus de protéines, pas beaucoup de gras à ce moment-là. C'est pas grave si, pour une fois, vous mangez plus de protéines que vous respectez pas votre ratio de 1 pour 1. Là. Vous êtes en train de réveiller votre système digestif, c'est pas la même chose. Donc, vous pouvez y aller avec du gras de poulet, un petit peu de fromage, des choses comme ça, des choses qui sont relativement faciles à digérer.
de cette façon-là. Un petit peu de porc, une tranche de bacon. Et attendre une autre heure après ça. Et tout dépendamment de la longueur de votre jeûne, faire ça, faire des étapes, des petites collations comme ça à toutes les heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures avant votre repas principal. Et après ça, ben, vous prenez votre repas principal, vous y allez avec un steak, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous y allez avec ce que vous voulez pour casser votre jeûne de cette façon-là. Les différentes coupes de viande, au niveau de la diversité des nutriments, je vous dirais pas énormément. Euh, Au niveau du bœuf, ça revient pas mal à la même chose. Du muscle, c'est du muscle. C'est sûr que là, si vous mangez de la langue, des choses comme ça, oui, effectivement. Mais si vous prenez un rib steak ou un ribeye ou un autre, de la fesse, ou quelque chose comme ça, la densité des nutriments ne va pas changer énormément. Dans le veau versus le bœuf, oui, les nutriments vont changer un peu d'un à l'autre. Le poulet, les cuisses sont beaucoup plus grasses que la poitrine, je m'excuse. Fait qu'il peut y avoir peut-être une diversité là, effectivement, mais ça ne sera pas énorme là, au niveau de la diversité. Si vous voulez vraiment avoir de la diversité, c'est vraiment de mélanger différents types de viande. À l'intérieur de ça, ce que je recommande en général aux gens, ça va être, comme je disais tantôt, des abats 1 fois ou 2 par semaine et de manger du poisson 1 ou 2 fois par semaine, des poissons gras idéalement comme du saumon, du thon ou de la truite par exemple. Tout ce qui est, comment savoir si un poisson est un poisson gras versus les autres, si c'est un poisson d'eau froide. Pourquoi? Parce que les poissons sont comme les humains, ils ont besoin du gras pour se réchauffer. Et donc, les poissons d'eau froide vont être des poissons qui vont avoir plus de gras, qui vont contenir plus de gras que les poissons d'eau chaude ou qui vont être un peu plus maigres, qui vont contenir moins de gras. Pourquoi du poisson? Ben, c'est pour vos fameux oméga 3, oméga 6 et ainsi de suite. Mais bon, vous allez en avoir quand même dans la viande. Le bœuf, il en contient un peu aussi. C'est pas une obligation. Les gens qui n'aiment pas le poisson, vous n'êtes pas obligés. Mais oui, vous allez avoir des très bons. Les poissons, c'est des très bonnes sources d'oméga 3, oméga 6. Comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste vérifier que. Il y avait, ah oui, ben Carole, tu avais posé une question aussi. Tu disais quand le défi commence, je m'auto-sabote. Je suis confiante que les trucs vont m'aider. Effectivement, je mange un repas par jour purement carnivore. C'est vraiment parfait comme ça. Et pour les gens qui sont. Là, j'imagine, Carole, ça fait un petit bout que tu es carnivore. Si ça fait plus qu'un mois, puis tout le kit, il y a bien des gens qui vont prendre ça comme étant quelque chose de grave qu'ils ont à un moment donné mangé un brocoli ou qui ont pris un repas, ils se ramassent chez des amis, puis là, ils mangent chez les amis, puis là, les amis mettent. Tu sais, il y a des légumes, il y a des légumes dans l'assiette. Bon. Et là, les gens vont dire ah non, tu sais, j'ai scrappé mon défi, puis tout le kit. Arrêtez de vous casser la tête avec ça. Là. OK? Surtout si ça fait longtemps. C'est sûr que si ça fait, tu sais, vous avez commencé, essayez le plus possible d'éviter. Si jamais, pour X raison, vous consommez un légume, vous consommez quelque chose comme ça, vous n'allez pas tout scraper. OK? Continuez, reprenez où ce que vous étiez. C'est pas plus grave que ça. C'est pas dramatique. Vous faites juste continuer, puis on passe à un autre appel. Si vous vous mettez à vous stresser avec ça, vous allez perdre le plaisir de manger. Et oui, on mange
parce qu'on a besoin de manger pour survivre, mais manger, ça fait partie aussi des plaisirs de la vie et ça doit rester un plaisir aussi à ce moment-là. Donc, ne vous cassez pas la tête avec ça non plus et faites ça plus. Votre perception du défi est extrêmement importante. Et vous devez voir ça comme quelque chose d'amusant. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait pour les gens qui ne l'ont jamais fait. Quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est quelque chose qui est temporaire, c'est un défi qui est 30 jours. Peut-être que vous allez capoter là-dessus, adorer ça et vouloir le continuer, mais vous n'avez pas signé de contrat, vous n'avez pas signé un contrat avec votre sang. Je suis pas Satan, puis vous n'avez pas vendu votre âme au diable. Là. Si à un moment donné, après 2 semaines, vous détestez ça, vous vous ennuyez de vos brocolis, ben vous pouvez recommencer à en manger. Il n'y a personne qui va vous taper sur la tête, il n'y a pas de problème avec ça. Et si vous arrivez pour vous mangez, une journée, vous mangez un repas qui contient un peu de végétaux, puis que vous reprenez le carnivore, vous allez avoir votre diplôme à la fin du défi, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème, ne vous en faites pas avec ça. OK? Donc, je prends pour acquis qu'il n'y a plus d'autres questions. Et que tout le monde est prêt avec ça pour le défi du 30 jours. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah, parfait, excellent. J'ai eu peur. Merci beaucoup, Carole. Donc, groupe, je vous remercie infiniment de votre participation. Je vais vous remercier aussi tout le monde qui ont fait des contributions. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Merci beaucoup à tous les gens qui ont fait des contributions, ceux qui sont là présentement, mais ceux qui vont voir le live plus tard en rediffusion. Vous allez voir, justement, aujourd'hui, j'ai fait des acquisitions. J'ai acheté 2 modules supplémentaires pour rajouter au site Internet. Et ça va devenir intéressant. Entre autres, un module parce que je veux bâtir une bibliographie d'études scientifiques sur l'alimentation céto en général et sur l'alimentation carnivore. J'ai dans mon dans, dans, dans mon dans mon furteur, là, dans Chrome, dans mes favoris, j'ai une liste de toutes classées d'études scientifiques et je veux la partager avec vous. Donc, vous allez avoir une page dans le blog éventuellement, d'ici, d'après moi, peut-être une semaine, avec tous les liens que j'ai présentement vers des études scientifiques et ça va être classé par exemple, des études scientifiques sur l'alimentation céto et le cancer, l'alimentation céto avec l'hyperinsulinémie, l'alimentation céto avec l'Alzheimer, mais aussi le carnivore, avec les études sur l'environnement et tout ça. Donc, je veux monter toute une bibliothèque qui va être disponible à tout le monde. Fait que quand vous allez avoir des discussions en famille, puis vous allez dire oui, c'est pas vrai l'histoire de la viande sur le cancer de l'intestin, puis il y a une étude qui a démontré que c'est pas vrai, bien, vous allez juste aller voir sur le blog, puis vous allez pouvoir, paf, avec un outil de recherche, trouver tout de suite. Et vous allez pouvoir trouver tout de suite la recherche, puis pouvoir la citer, puis dire, regarde, c'est la science qui le dit, c'est pas moi qui le dis, la science le dit. Fait que ça, c'est une des deux choses. Et l'autre que je veux faire, c'est que je veux rajouter une genre de boutique Amazon pour tous les livres. On a j'ai une liste de livres, à pu finir, là, de livres sur l'alimentation céto. Comme le cas d'obésité, tout le kit, où est-ce que vous allez pouvoir aller et si vous voulez commander le livre, vous pouvez le commander directement sur la boutique et ça ne vous coûtera pas plus cher.
ça va coûter le même prix que si vous le commandiez sur Amazon. Moi, je vais faire 2-3 $ là-dessus. Et donc, ça va me permettre de faire vivre encore plus le site, de le faire grossir, puis ainsi de suite. Donc ça, c'est les deux choses qui s'en viennent sur mon blog très, très, très bientôt. Donc, vous voyez que vos contributions vont servir au blog à devenir encore plus beau, plus stock, plus de contenu, tout du contenu francophone. Vous avez tout le monde, toute la communauté là, carnivore et cétogène va en bénéficier, ce que je l'espère. Mon but là-dedans, c'est exactement de ça. Donc, groupe, je vous remercie infiniment. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite de passer une super belle soirée. Je vous souhaite un bon défi carnivore et on se reparle dans le groupe.